qui se décline au pluriel évidemment puisque c'est le grand débat en ce vendredi. Henrik Lindell, Yves Mamou, Carole Sabat, vendredi 5 juillet, juste avant le second tour des élections législatives. Évidemment, nous y portons notre regard. Alors, on va se poser plusieurs questions au fil des 20 minutes qui nous restent, de savoir en particulier pourquoi dans les villes, les métropoles, on vote autant à gauche. La question mérite d'être posée parce que c'est peut-être l'une des leçons des élections législatives qui, quel que soit le résultat, méritera d'être posée. C'est cette fragmentation entre la ville et la campagne qui est particulièrement forte. Il y avait un papier dans Le Monde qui disait que ce n'était pas un déterminisme spatial, mais que c'était social, niveau de revenus, gentrification, un certain nombre de préoccupations des villes mondialisées, et puis ceux qui sont refoulés à l'extérieur de ces villes mondialisées, qui protestent en quelque sorte, et qui manifestent contre cette Bastille moderne que représentent les métropoles. Alors on va mettre ça en débat avec Henrik Lindell, Carole Sabat et Yves Mamou. Yves, vous commencez sur le sujet. Mais vous avez tout dit en même temps, parce que le fait que il y a l'immense majorité de la population française de souche, ceux qui sont nés français de parents français, a été refoulé. Tous ces artisans, tous ces ouvriers qui peuplaient autrefois la capitale et les grandes villes, le cœur des grandes villes, a été refoulé à la périphérie. Vraiment, quand je dis la périphérie, c'est la grande périphérie. Et autour des grandes villes, qu'est-ce qu'on a fait venir? Des immigrés, une masse de main-d'œuvre pas chère, pour servir des services, de population de services à la bourgeoisie des centres-villes. Donc, ce qui s'exprime aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi on vote à gauche dans les centres-villes, mais je sais pourquoi on vote à droite à la périphérie. Parce que c'est une revendication d'exaspération, c'est de gens qui ont été floués dans leur position sociale. C'est eux qui ont été déclassés, c'est eux qui ont été... On leur a dit, vous êtes nuls, vous servez à rien, quoi, en gros. Et ils ont dû se préoccuper de survivre sans service public. Je veux dire, c'est quand même hallucinant que l'incroyable investissement dans la périphérie proche des grandes villes, dans Seine-Saint-Denis, des médiathèques et des centres culturels et des centres sportifs, etc. Et chaque fois qu'en plus cette population les brûle, on les reconstruit aux frais du contribuable, alors que 60 km plus loin, il n'y a rien. Il n'y a même plus d'écoles, on ferme les écoles parce qu'il n'y a plus de profs qui veulent aller là, il n'y a plus de médecins, etc. Donc, je comprends, moi, le vote et Rassemblement national de cette population qui s'exprime. Pourquoi est-ce que les centres-villes votent à gauche? Alors ça, franchement, c'est un mystère. On disait en préparant un peu cette émission tout à l'heure, monsieur, que je disais, pas avec ironie, mais je pense qu'ils veulent sauver le monde. Je pense que les gens de gauche veulent sauver le monde. Et je dis ça sans rire, enfin je ne sais pas comment le dire autrement, mais ça peut faire rigoler, mais je pense vraiment c'est ça. Ce sont souvent de belles âmes qui gagnent pas forcément très bien leur vie non plus. Souvent ce sont des intellectuels précaires, etc., qui ont bien compris justement qu'on ne peut pas vivre avec 1 400 € par mois si on gagne le SMIC. Et je pense qu'il y a donc des intentions qui sont positives, qui sont justes. D'ailleurs, le programme du nouveau Front populaire est un programme qui me semble constructif. On peut critiquer des idées. Je critiquerai volontiers plusieurs de leurs idées, il n'y a pas de problème. Mais au moins, ils sont dans la construction d'un projet. Ils sont dans quelque chose... qui dit oui, très bien, Carole, aucun problème avec ça, mais simplement que proposent les gens d'en face, que proposent les macronistes, le bloc macroniste, que propose le RN? Je trouve que chez RN il y a pas beaucoup d'idées, je le dis gentiment, je pense qu'il y a même très peu d'idées en fait. Sauf sur des idées qui sont pas dévoilées. Qui sont sur la priorité nationale, etc., sur lesquelles on peut avoir plein d'idées, etc. Mais ça nous amènera loin des sujets que vous avez dit, Mamou. C'est le pouvoir d'achat, c'est l'insécurité, c'est la dégradation des services publics. Et je dirais même que ces sujets-là sont plus importants que l'immigration, d'ailleurs. Je l'ai entendu de la bouche même de gens qui votent RN me dire cela. Et donc, je pense qu'il y a chez les macronistes, pas seulement... je constate peu d'idées. Ils disent qu'il ne faut pas augmenter les impôts. Tiens, Gabriel Attal, il veut se faire réélire, en fait, parce qu'en Hauts-de-Seine, il n'a pas intérêt à dire qu'il faut augmenter les impôts. Mais je pense qu'il faut parfois augmenter les impôts, notamment pour les plus riches, parce que je pense qu'il faut dégager plus d'argent pour le secteur public. Je ne sais pas comment on fait autrement. Et chez les macronistes, ils n'ont pas un bilan positif. Ils ont creusé des déficits. Et alors, ils ont peut-être eu raison de mettre plein d'argent pour sauver les gens pendant la pandémie et pendant les mesures sanitaires qui étaient graves. Il y a peut-être une raison à ces déficits, mais les déficits sont là. Et ce n'est pas la gauche
ni le RN, évidemment, qui sont responsables de cela. Non, mais je veux dire, c'est là. Je ne suis pas en train de défendre un bloc contre un autre. Simplement, je vous demande simplement de considérer qu'il peut arriver parfois qu'il y a des gens qui trouvent qu'il faut sauver le monde, il faut être dans une vision positive et qui disent vouloir défendre les classes populaires. Le problème, c'est que la plupart d'entre eux sont de facto des riches. Parce que pour vivre dans la métropole, n'importe quelle métropole, il y en a 7 ou 8 en France, par rapport à tout ce qui est périphérie en fait, il faut gagner bien plus sa vie, bien mieux sa vie, on est d'accord là-dessus. Et donc c'est paradoxal, oui. Pourquoi les villes votent à gauche, voire à l'extrême gauche, y compris dans le 7e arrondissement? Je le dis juste en incidente, le Parti communiste dans le 7e arrondissement, 12e circonscription sous la bannière du Nouveau Front Populaire, met l'étiquette Parti communiste. Dans le 7e, très chic, UP et Nord 15e bourgeois, le PC fait 28%. Oui. Carole Sabat, est-ce jamais arrivé dans l'histoire? Roselyne Bachelot a beaucoup aimé en fait sur les plateaux ces derniers temps, elle est souvent sur les plateaux, parler de l'imposture. Il y a une forme d'imposture politique. Je ne dis pas qu'il y a une imposture politique côté gauche, il y a côté gauche et côté droit. Quand par exemple le Front Populaire fait référence au Front Populaire de 36, on voit très bien que ça ne correspond pas du tout à la réalité en fait du monde d'aujourd'hui, du monde ni ouvrier. Le monde ouvrier vote aujourd'hui pour le RN en grande partie. Les campagnes, 93% en fait des communes sont pour le Rassemblement national. Est-ce que ça veut dire en fait qu'ils adhèrent? Mais pas du tout, ils connaissent rien. Mais c'est un vote sanction. Un vote sanction parce que l'offre politique qu'on leur donne en fait ne correspond pas à la réalité. Quand le Parti communiste en fait, Roussel, qui perd au nord, et quand au nord en fait, qui est le bastion, je dirais, de la population de gauche, il y a quelque chose d'ambivalent, il y a un déni de réalité par rapport à ça, une sorte un peu de schizophrénie. Il perd et le RN arrive en premier sur les terres de gauche en fait. Et là, on retrouve que de nouveau il y a la fracture campagne et les villes, et on retrouve de nouveaux intellectuels de gauche qui veulent sauver le monde, mais à travers des utopies. Il y a un principe de réalité, il ne faut pas l'oublier. Moi, je ne suis pas du tout contre en fait. Moi, je dis alors toujours. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire? Dans les villes, il y a l'utopie et à l'extérieur des villes, la réalité. Il y a de nouvelles utopies qui sont en train de se mettre en place. Il y a 3 grandes défaillances en fait du XXe siècle qui sont premièrement le communisme, deuxièmement le nazisme et troisièmement le libéralisme. Et les grands sociologues, les grands philosophes politiques disent que les 3 courants portaient en eux-mêmes les germes de leur propre destruction. Pourquoi? Et quand je dis le libéralisme, en fait, les 3-4 dernières décades, avec le mondialisme, conjugué avec le libéralisme poussé à l'extrême qui est devenu l'ultralibéralisme, on a des déstructurations de nos sociétés, des structurations des valeurs. Par exemple, lorsqu'on met par exemple le projet de l'euthanasie en France, les gens ne comprennent que ça correspond en rien à la psychologie de droite et de gauche, qu'on soit chrétien, croyant ou non croyant. Tout ça, c'est une déstructuration. Donc c'est un phénomène où le libéralisme porte en lui-même les germes de sa propre destruction. Il n'a pas offert une nouvelle offre politique et économique aujourd'hui. La réalité est quoi? La réalité, c'est qu'il faut sortir de cette réalité. Mais il y a 2 façons de sortir de cette réalité, soit à travers l'utopie, soit à travers un principe de réalisme. Je rappelle que, par exemple, que le Parti socialiste de Mitterrand, dans la SFIO, a réussi à drainer, en fait, qui est l'extrême, qui était une locomotive, mais ce n'était pas la locomotive de tête, qui était le Parti communiste, et le mettre dans un programme commun. Ils sont arrivés au pouvoir en 1981 pour faire l'alternance. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont essayé d'appliquer ce programme utopique. Qu'est-ce qu'on a fait? Au bout de 2 ans, on a fait le virage de la rigueur, avec la sortie de Mauroy et de retour. Parce qu'il y a un principe de réalité dans le monde d'aujourd'hui, c'est qu'il y a une mondialisation de l'économie, une mondialisation de la financiarisation. Je prends un exemple plus récent. Le président Hollande, quand il a parlé, en fait, dans un grand discours dans sa campagne électorale sur la financiarisation de l'économie, et que lui, dès qu'il arrive en fait à l'Élysée, il va aller négocier avec Merkel le changement de toute cette donne. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a avalé son chapeau. Et aujourd'hui, il se met à la remorque. Il se remet à la remorque, je dirais, Le vrai problème aujourd'hui, c'est que face à la défaillance de toutes les offres politiques, y compris l'offre politique centrale, c'était de centre-gauche, de centre-droit, qui prend en considération l'humanisme, qui prend en considération les valeurs d'humanité, mais pas d'une manière utopique. Parce que si on veut aujourd'hui, le lendemain, si demain, en fait, le Front populaire a la majorité absolue, ce qui n'est pas du tout le cas, on voit très bien, il a fait une percée, mais pas la différence, arrive, en fait, une majorité absolue, c'est une sortie de l'Union européenne. C'est un désordre, un chaos extraordinaire. Parce que comment, avec 280 milliards d'euros, soit on va mettre 2 mois, 3 mois, en fait, pour faire la sortie du virage, soit ce sera vraiment le chaos. Donc, moi, je
À cause d'un programme dispendieux. Je plaide pour la sortie vers un principe de réalité, mais un principe d'humanité. Là, c'est la démocratie chrétienne. Il faut revenir aux sources de la démocratie chrétienne. Je voudrais rebondir sur... C'est vrai que les idéologies des centres-villes, c'est vrai qu'on veut sauver le monde. Et ça me paraît très juste de dire ça. Et c'est quoi ces grandes idéologies? L'écologie, personne n'est contre sauver la planète, on est tous pour être écologiste. L'antiracisme, personne n'est officiellement raciste, etc. Donc, mais néanmoins, ces grandes idéologies des centres-villes qui veulent sauver le monde, ça aboutit à une chose, c'est à diaboliser une fraction de la population. C'est-à-dire que c'est une machine à exclure quand même. Nous, on est antiracistes, et donc vous, dès que vous dites quelque chose, vous soulevez un problème, c'est que vous êtes un raciste, etc. Doctrinaire. Donc, bien sûr. Absolument. Donc, et c'est des machines idéologiques infernales. À produire de l'extrême. À produire des extrêmes. C'est ça c'est ce cul-de-sac-là qui est en train d'exploser aujourd'hui avec le vote Rassemblement National. Les premiers écologistes, c'est les chrétiens, quand même. Oui, Henrik Lindell. Non, j'abonde dans votre sens. En fait, les tolérants sont souvent intolérants. Voilà, exactement. Et c'est un problème. C'est le wokisme. On peut rien dire. On peut pas. Et c'est ça la nouvelle idéologie dominante. Comment l'expliquer? C'est une manière d'asseoir son pouvoir. Je pense que c'est dû effectivement à des idéologies qui sont un peu anciennes maintenant en fait. C'est une façon de diaboliser l'autre. Par exemple, quand il y a beaucoup de chrétiens qui passent pas que des cathos, j'insiste là-dessus, mais un appel écuménique qui circule pour dire qu'il faut voter contre l'extrême droite. Et le problème, c'est que moi, j'ai discuté avec plusieurs théologiens. J'ai interviewé un grand théologien moraliste pour la vie il y a quelques jours, et qui dit que c'est sûr, il n'y a pas de problème. On peut appeler au nom de sa foi à voter pour contre tel ou tel parti, etc. Mais il ne faut pas excommuniquer les gens. Excommunier, pardon. Et il ne faut pas les exclure de l'Église. Enfin, il ne faut pas avoir un discours qui vise à diaboliser l'autre. Et ça aboutit souvent à ça, malheureusement. Et ceci est un problème en soi. Et c'est un problème que les chrétiens devraient mieux essayer de résoudre. Lorsqu'on parle d'excommunion, on peut excommunier un individu parce qu'il incarne à un moment donné le mal absolu, mais on ne peut pas excommunier des parties entières de la population. Mais ça, c'est pas possible. L'exégèse du terme excommunier, ça vient de quoi? Ça vient de communion. C'est le lien, en fait. On a un vrai problème de lien social, de lien politique. Tous les partis sont dans la polarisation. Et aujourd'hui, pour apaiser la France, il faut sortir de cette polarisation. La droite a raison et la gauche a raison. Et il y a du bien. Moi, je dis toujours, en fait, à mes filles que la gauche est dans mon cœur et que la droite est dans ma tête, dans la raison. Et donc, il faut faire un équilibre entre les deux. Et cette polarisation, c'est elle qui crée le problème. Lorsqu'on parle d'excommunier, c'est parce qu'à la base, on ne communie plus ensemble les différentes franges de la société. C'est ça le vrai problème, le lien. J'ai effectivement fait un reportage sur le terrain, comme on dit, c'est-à-dire j'ai rencontré des gens qui votent RN et qui votent gauche, qui votent pour Macron. Il y en a pas mal qui votent toujours à gauche et pour Macron, entre parenthèses. Et pas pour Macron personnellement, bien sûr, mais pour les députés sortants qui sont macronistes et qui d'ailleurs souvent critiquent le président. Ça, je tiens à le dire, comme ça se dit. Et souvent, les gens parlent de choses extrêmement concrètes, sauf s'ils sont vraiment de gauche, parce que là, évidemment, ils parlent de l'extrême droite, du racisme et tout ça, qu'ils projettent sur plein de gens, mais souvent, les gens vous disent des choses extrêmement concrètes. Ils parlent de la dégradation des services publics, des hôpitaux qui ne fonctionnent pas suffisamment, des EHPAD qui sont défaillants, des transports en commun qui représentent souvent plein de problèmes en fait, pour eux dans leur vie quotidienne. Il y a des problèmes d'insécurité, par exemple, dans le RERC. Il y a plein de choses comme ça. Et les gens vous parlent de ça. Et donc, ils ne vous parlent pas de quelle que soit leur étiquette politique, en fait, quelle que soit leur affiliation. Moi, j'ai cette impression-là. Par exemple, sur tout ce qui relève des questions techniques et agricoles, etc. Et c'est vraiment très compliqué. Hein. Et donc, là, on est dans une technicité, dans le débat, etc. Et puis, on peut être plus dans le domaine de l'insécurité. J'étais à Arpajon, par exemple. Il y a des gros problèmes d'insécurité à Arpajon. C'est une petite ville. Dans l'Essonne. Dans l'Essonne. Et tout ça, dans le débat national, dans le débat à la télé, etc., toutes ces choses concrètes ont tendance, à mon avis, à disparaître. Non, ils sont instrumentalisés. On instrumentalise l'immigration dans l'insécurité et vice-versa, ce qui est un vrai problème. Ouais.
et chez moi, par ailleurs, c'était une question qui me tient aussi à cœur. Chez moi, donc dans la 5e circonscription, c'est dans Silicon Valley, en Essonne. Et là, on n'est plus à Arpajon, Bretigny, mais on est plutôt dans la Silicon Valley. Là, on a un combat. Vraiment qui est rude, entre le député sortant, Paul Médy, et le candidat pour le nouveau Front populaire qui s'appelle Pierre Larouturou, qui est très connu dans le paysage politique. Voilà. Et donc là, on a une sorte de bataille gauche-droite, je dirais, on va dire gauche libérale, ou quelque chose comme ça. Et là, on retrouve finalement un débat classique, parce que chez nous, nous sommes plutôt des bourgeois. Je dis ça avec ironie, j'ai mis inclus là-dedans, alors qu'il y a des gens pauvres chez nous aussi quand même, mais souvent c'est quand même des bourgeois en grande partie, et beaucoup plus qu'ailleurs en France. On a un débat gauche-droite parce qu'on n'a pas le RN chez nous, évidemment. Comme par hasard, on est chez les bourgeois, on est chez les riches, on n'a pas le RN. Et avec ça, vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que où est le RN aujourd'hui? Où est-il? Chez les déclassés, à la périphérie, dans le périurbain. Est-ce que pour les gens de gauche, est-ce que ça pose un problème ou pas? Si ça ne pose pas un problème, l'heure est grave pour cette gauche, à mon avis. Sylvain Tesson écrivait il n'y a pas très longtemps, la France est un paradis qui est peuplé de gens qui se croient en enfer. Et donc, il y a une ambivalence. Et cette réalité, moi, j'ai lu Courrier International, la dernière édition qui est sortie hier soir, le regard, je dirais, de l'étranger sur nos politiques et sur l'arrivée du RN, sur les différentes problématiques. Ce regard est très intéressant parce qu'il montre que nous, on râle tout le temps, on dit qu'il n'y a que des problèmes, etc. Le vrai problème, la réalité, c'est qu'il y a des problèmes. Mais lorsqu'on parle, par exemple, l'insécurité, on ne peut pas occulter le fait qu'il y a de l'insécurité. Le vrai problème commence lorsqu'on lie l'insécurité à l'immigration. Et on veut instrumentaliser en fait l'insécurité, le problème de la sécurité avec l'immigration. Yves Mamou n'est pas d'accord parce que... bien sûr, on peut ne pas être d'accord là-dessus. Mais ce que je veux dire, c'est que pourquoi c'est un problème de lier les deux Non, parce qu'en fait, lorsqu'on dit que il y a de l'insécurité, parce que il y a des immigrés, et c'est les immigrés en fait qui créent l'insécurité. Non, c'est parce qu'il y a une immigration incontrôlée qui génère de l'insécurité. Je suis d'accord. Mais non, vous n'êtes pas d'accord. Vous dites, on instrumentalise l'immigration et de vagues faits divers d'insécurité. Et instrumentaliser, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va monter en épingle un petit événement de rien du tout pour le généraliser et que on crée une bulle médiatique. On ne donne pas la réalité. C'est faux. Il y a un vrai problème d'insécurité dans ce pays et il faut en tenir compte. Et je ne le nie pas. Je ne le nie pas. Je dis qu'il y a de l'insécurité, mais il ne faut pas relier les problèmes entre eux et l'essayer de les instrumentaliser dans un discours politique. Liée à l'immigration. Je peux juste terminer? Pardon. Alors, Carole termine rapidement, il nous reste 3 minutes. Ce que je veux dire, c'est que le vrai problème de la France, c'est pas le problème de son capital, c'est pas le problème de sa richesse, c'est le problème de l'offre politique, de la gouvernance politique. Et Sylvain Tesson a parfaitement raison. On dit c'est un magnifique pays qui a des ressorts extraordinaires, mais qui malheureusement ne vit qu'à travers des phénomènes de rupture. Pourquoi le tiers-État se révolte, comme aujourd'hui le tiers-État se révolte, les campagnes? Pourquoi cette fracture sociale? On a parlé de tout ça. Pourquoi on ne tire pas les conclusions de tout ça? Parce qu'il y a un vrai problème d'offre politique. Et cette offre politique manque aujourd'hui. C'est pour ça que les gens vont aujourd'hui vers le Rassemblement national en pensant que le Rassemblement national va être quelque chose de différent de ce qui a été avant. Or, en fait, on parle aujourd'hui de la macronisation de Bardella. On verra il s'est présenté un peu c'est un peu tôt pour le dire. C'est évidemment un peu tôt. Tout à fait. Mais le vrai problème est là. Merci Carole. Une dernière réflexion parce qu'on va se quitter. Oui, une dernière réflexion. Yves et Henrik rapidement. Je voudrais juste rappeler je voudrais parler de Éric Zemmour parce que l'échec d'Éric Zemmour, c'est que, à mon avis, il tient au fait qu'il tenait un discours que le Rassemblement national aurait dû tenir et n'a pas voulu tenir, précisément à cause de l'idéologie antiraciste qui est extrêmement forte et extrêmement puissante en France et qui empêche qui empêche précisément de lier immigration et insécurité, des choses comme ça. Et Éric Zemmour, lui, l'a fait. Et il a été balayé à cause de ça. Il est aujourd'hui quasiment sorti du paysage politique, inexistant. Donc, c'est la difficulté parce qu'imposée par les médias et par la classe politique bien pensante qu'on ne peut pas lier parler des vrais problèmes, qui est une immigration musulmane. Ce n'est pas l'immigration qui a un problème, c'est l'immigration musulmane, avec le cortège d'islamisation qu'elle implique dans la population déjà présente, etc. Et c'est plus l'insécurité. Il faut dire, quand même... On ne va pas se terminer là-dessus. Allez, concluez Yves. Donc voilà, je voulais dire que la vraie difficulté
Et c'est ce qu'exprime ce vote Rassemblement national, c'est la difficulté à parler des vrais problèmes dans ce pays. Merci beaucoup à tous les trois et vous avez parlé franchement bien tous. des vrais Et c'est problèmes. ça, l'important est dans un climat de bienveillance mutuelle. Merci beaucoup. Henrik Lindell, Carole Sabat et Yves Mamou. Excellente journée.